Je me présente, Michel Vizeau, vétérinaire de formation, responsable de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales. Je vous écoute. Toutes les planètes possédant un solvant hébergent une forme de vie. Alors, un solvant, c'est un composé qui, on admet à l'état liquide, est capable de dissoudre d'autres composés réputés insolubles. Le solvant le plus connu, c'est l'eau, qui a une particularité, c'est un solvant polaire. Vous savez ce que c'est qu'un solvant polaire? C'est-à-dire qu'il y a un moment électrique entre la molécule d'oxygène et les deux molécules d'hydrogène. Et que cette différence de charge fait qu'il est capable d'entourer des molécules et donc de les dissoudre et de les disperser dans le milieu. Il y a des solvants, il y a aussi l'alcool qui fait partie des solvants. Il y a l'éther qui fait partie des solvants. Il y a aussi des solvants dits apolaires, c'est-à-dire qui n'ont pas cette polarité et qui sont des solvants neutres comme le méthane, par exemple, méthane liquide, ou l'essence, l'octane, tout un tas de liquides qui sont capables de dissoudre un certain nombre de molécules et de composés. Pour répondre à la question, il y a des corps célestes, pas que des planètes, donc les corps célestes, ça englobe les satellites des planètes géantes, comme par exemple Titan, qui est un satellite de Saturne, qui a effectivement des lacs d'éthane et de méthane, mais à une température qui est de l'ordre de 90 Kelvin, à peu près. Donc, on ne peut pas dire que tout ce qui possède des formes liquides que l'on attribue, auxquelles on attribue des propriétés de solvant puisse avoir de la vie. On pense que la vie a obligatoirement besoin d'eau sous forme liquide. Une exoplanète, c'est un corps céleste qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Donc ça, c'est l'exoplanète classique. On a découvert des planètes errantes, c'est-à-dire des planètes qui ne tournent pas autour d'un Soleil, mais qui sont des objets n'émettant pas de lumière, que l'on détecte, donc c'est pas un Soleil, et qui se déplacent dans le milieu interstellaire. Et on pense que ce sont des planètes qui ont été expulsées de leur orbite, comme je le montrerai cet après-midi, par des phénomènes d'orbitographie de planètes géantes autour de leur Soleil, qui à un moment donné ont expulsé par interaction gravitationnelle, ont expulsé une planète hors de cette orbite. Donc les exoplanètes, pour 99,99,9%, ce sont des corps rocheux ou gazeux, ou glacés. Pour les astronomes, la glace, c'est une roche. Donc rocheux ou gazeux qui tournent autour d'une autre étoile. Voilà. Et qui ont fait le ménage sur leur orbite. C'est-à-dire que ce n'est pas une nébuleuse. Ce sont des corps qui sont seuls ou quasiment seuls sur leur orbite. Peut-il y avoir de la vie dans des conditions différentes que celles que l'on a sur Terre? Alors, la Terre, comme tous les corps célestes, sont des corps qui évoluent en permanence. Parce que les soleils eux-mêmes changent. Entre un soleil jeune et un soleil vieux, la quantité de rayonnement, la nature des rayonnements qu'ils émettent ne sont pas les mêmes. Et ça dépend aussi de leur taille initiale. Mais bon, notre soleil, il a toujours été dans cette phase que l'on connaît actuellement. Et il ne sera pas toujours dans cette phase-là. Il va se transformer en géante rouge dans 2, 3, 4 milliards d'années. Donc, et la Terre elle-même a changé. Elle a d'abord été extrêmement chaude, elle a reçu ensuite, elle a eu de l'eau à sa surface, soit de l'eau qui est sortie de l'intérieur, soit de l'eau, les deux sont vrais, qui est arrivée de l'extérieur, sous forme d'un bombardement tardif ou sous forme d'un bombardement cométaire. Et cette eau elle-même, elle a changé, puisqu'elle a été, à un moment donné, on pense que les océans ont eu 70 à 80 degrés de température. Donc,
il n'y a pas une Terre, il n'y a pas une planète, il n'y a pas un système solaire. On est dans un système qui est tout le temps mouvant. Donc, sur la Terre, telle qu'on la connaît, même si elle a changé, entre il y a 3 milliards d'années, 3,8 milliards d'années maintenant, la vie s'est développée sous des formes différentes. Et ces formes différentes, elles sont aussi adaptées à la réalité physique et géologique de la Terre. Quand il n'y avait pas de continent, il n'y avait pas d'animaux terrestres. Tout ça. D'accord ? Il ne pouvait pas y avoir d'oiseaux non plus, parce que l'oiseau, il a besoin de... Donc c'était que des micro-organismes, des poissons, etc. Donc, on pense encore une fois que pour qu'une forme de vie se développe, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Pour qu'il y ait de l'eau liquide, il faut qu'il y ait une pression au moins de 16,3 millibars, pression partielle d'eau, pas de pression totale, mais au moins 6,3 millibars de pression d'eau, et qu'il y ait une température supérieure à 0 degré, 0,04 ou un truc comme ça, mais 0 degré. La question qui se pose, c'est que est-ce que toutes les planètes qui ont de l'eau liquide peuvent avoir à un moment donné une forme de vie ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, et en allant sur Mars, on aura peut-être des premiers éléments de suspicion de réponse. Alors, c'est le modèle, ce qu'on appelle le modèle de Nice. Le modèle de Nice, il a été inventé par une équipe qui se rassemble autour d'un astronome qui s'appelle Alessandro Morbidelli, qui est très sympathique et que vous pouvez appeler si vous voulez. Et donc, Alessandro, ils ont fait un modèle où ils ont pris les 4 grosses planètes qui comptent, c'est-à-dire en ordre inverse, Uranus, Saturne, Uranus, Neptune, Saturne et Jupiter. Ils les ont fait tourner avec ce qu'ils connaissaient et ils ont mis autour des milliers de corps célestes de masse variable qui sont des corps célestes, des corps glacés qui représentent, disons, ce qu'on a appelé les corps glacés de la ceinture de Kuiper. Et donc, ils ont fait ce système et ils ont montré qu'à un moment donné, compte tenu des différences qu'il y a dans le temps des orbites, il y a un moment où il y a une planète, Jupiter, qui fait 3 tours, pendant que Saturne fait 2 tours. Et donc, bien sûr, comme ce sont des planètes massives, avec la loi de Newton, elles ont un effet l'une sur l'autre. Et donc, bien entendu, quand une planète se déplace, elle a des effets sur les autres objets qui se déplacent. Et il y en a qu'elle double, puisque quand on est autour du Soleil, on tourne... Alors, comment expliquer ça ? C'est la loi de Kepler, c'est-à-dire que la surface définie par la portion d'orbite parcourue par rapport au centre autour duquel l'objet tourne, cette surface est égale, quelle que soit la distance à laquelle on est. C'est ce qu'on appelle la loi des airs de Kepler. C'est ce qui explique que, grosso modo, une distance donne une période orbitale. Et une période orbitale donne une distance au centre autour duquel on orbite. C'est le même principe pour les orbites de la Station spatiale internationale que pour la Lune ou les satellites qui tournent autour des différentes planètes, que pour les planètes qui tournent autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle la loi des airs, ce mouvement lié à la gravitation, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des variations, il peut y avoir, elles ont des effets les unes sur les autres, les planètes, elles se croisent. Quand elles se croisent, elles ont des effets, donc elles se déstabilisent, donc elles modifient l'orbite. Elles se modifient l'orbite les unes des autres, par rapport au Soleil. Et ça fait qu'à un moment donné, par le calcul, ils ont montré qu'il y avait une qui faisait 3 tours, Jupiter, pendant que l'autre faisait 2 tours, Saturne. Et que cet effet-là, combiné, ça a un effet déstabilisant sur les corps qu'il y avait autour. Parce qu'à un moment donné, il y a les 2 planètes qui agissaient sur le même truc, et donc ça les repoussait ou ça les attirait, etc. Et donc c'est à partir de là qu'ils ont démontré, quelque chose que je pourrais vous montrer, je l'ai en film sur mon ordinateur, le modèle, vous pourrez le prendre d'ailleurs si vous voulez vous en servir, qui montre que à un moment donné, au bout de 800 millions d'années, il y a une déstabilisation complète et un éclatement complet de ces corps glacés qui
qui sont expulsés vers le système solaire interne, qui ont apporté de la glace, de l'eau sur les planètes internes, et qui ont expulsé des corps glacés vers la ceinture de Oort et probablement en dehors de la zone d'influence du système solaire. Voilà le grand acte de Morbidelli. Pourrait-on modifier une exoplanète pour y vivre? Alors, d'abord, on est d'accord qu'une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'un autre Soleil. Le Soleil le plus proche, l'étoile la plus proche de notre système solaire, vous la connaissez? L'exoplanète? Non, l'étoile. C'est pas celle de Kléber? L'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure. Proxima parce qu'elle est à proximité. Elle est à 4 années-lumière de la Terre. 4 années-lumière de la Terre. D'accord? Actuellement, l'engin fabriqué par l'homme qui va le plus vite, qu'on a été capable de lancer le plus vite, il va, je résume, c'est pas tout à fait ça, parce que 36, mais 30 km par seconde. 30, c'est beaucoup de 30 km par seconde. La lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est pas assez. Et alors? Donc on va à 1 10 millième, 30, 300 000 divisé par 30, ça fait 10 000, donc on est à 1 10 millième de la vitesse de la lumière. Donc quand la lumière de la Terre et du Soleil met 4 années pour aller à Proxima du Centaure et réciproquement vice-versa, mon engin qui va le plus vite, il lui faut 40 000 ans. Mettons que je m'améliore, j'arrive à aller 10 fois plus vite. Il me faut encore 4000 ans. 4000 ans, c'est les premières pyramides. Je suis super fort, super intelligent, je vais 100 fois plus vite. Il me faut 400 ans. 400 ans, bon, 1515, François Ier qui a conduit Garigliano. D'accord? Non mais... Donc, les méthodes de transport, quelles qu'ils soient mécaniques actuellement, sont inenvisageables. Donc, mais on a le droit de rêver. Le rêve, c'est est-ce que je peux transformer une planète? Alors, le problème des planètes extrasolaires ne se pose pas, parce que, d'abord, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, on ne sait pas comment c'est fait, etc. Il y a une planète dont les gens parlent souvent, c'est Mars. On va terraformer Mars. Ça veut dire transformer Mars, où il n'y a rien, en une sorte de planète Terre, bis, où il y aurait, si ce n'est tout, au moins de l'eau liquide et de l'oxygène dans l'atmosphère, et qui reste. Alors, moi je dis que c'est criminel de faire croire ça, parce que bien entendu, avec tous les éléments dont on dispose aujourd'hui, alors peut-être que je serai contredit dans 2 ans, ou dans 100 ans, ou dans 500 ans, mais avec tous les éléments que l'on connaît aujourd'hui, c'est impensable. C'est impensable parce qu'on ne peut pas. La quantité d'énergie nécessaire pour vaporiser de l'eau, ben, si on fait un calcul calorique, il faut la moitié du soleil, quoi. Je veux dire, bon, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est des quantités phénoménales. Et ensuite, il faut que ça reste. Donc, transformer une planète, nous, on est capable de transformer notre planète parce qu'on travaille avec des choses qui viennent du vivant et qu'on transforme facilement. S'il fallait qu'on transforme tout le minéral en quelque chose qui est compatible avec du vivant, la quantité d'énergie est phénoménale. Il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont dit on n'a qu'à mettre des chlorofluorocarbones, donc ce qu'il y a dans les réfrigérants, ce qu'il y avait dans les réfrigérants, dans l'atmosphère, pour fabriquer un effet de serre formidable, etc. Et à partir de là, l'eau va commencer à s'évaporer, et cette eau va s'évaporer, il va y avoir encore de l'effet de serre, et donc il pourra y avoir de l'eau liquide, etc. Oui. Alors, le seul problème, c'est qu'il faut faire beaucoup d'usines pour faire les exacts chlorofluorocarbones. Oui, il faut faire les usines. C'est le problème. Donc, non, on ne peut pas, actuellement, dans des temps historiques, on ne peut pas transformer une planète pour la rendre dite habitable, c'est-à-dire avec une pression au moins 6,3 millibars d'oxygène
de pression de vapeur d'eau, de pression partielle de vapeur d'eau. Hein, ce que vous étiez là ce matin, les Oui. en pression partielle, hein, c'est le petit machin. Il faut qu'il y ait au moins ça. S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas être liquide. Et avec 20% d'oxygène, parce que l'oxygène, il faut la sortir de quelque part. Ah oui, il y a le CO2, d'accord. Le CO2, ce problème, c'est que c'est une des molécules les plus stables qui soit. Et donc la quantité d'énergie pour les fabriquer, c'est phénoménal. Le seul moyen de le faire, c'est les plantes qui ont transformé le CO2 de l'atmosphère en oxygène, qui ont enfin transformé, pas en oxygène, en sucre, avec comme sous-produit l'oxygène. D'accord. Et les plantes, pour ça, il faut qu'elles aient de la terre, de l'humus, voilà, des conditions qui n'existent pas actuellement. Et la première chose qui s'est produite sur Terre, c'était des bactéries et des algues monocellulaires, enfin, pas des algues avec des feuilles, hein, des algues monocellulaires dans les océans. Et pour que ça fasse, il faut qu'il y ait un océan. Et sur Mars, il n'y a pas d'océan. Donc, on ne peut pas transformer une planète en planète habitable dans un temps historique pensable. Et j'ajoute qu'il est criminel de croire qu'on va pouvoir transformer Mars pour que quand on aura pris la Terre, on pourra aller vivre sur Mars. Il n'y a qu'un vaisseau spatial pour la biosphère terrestre, dont nous ne sommes qu'un petit élément, c'est la Terre. Il n'y en a pas d'autre. D'où la raison de s'en occuper sérieusement. Ça, c'était ma minute écologique, mais écologique fondée. C'est pas... c'est réel. Bon, vous en trouverez facilement sur Wikipédia parce que c'est un truc qui est bien décrit. Donc, Miller, il a fait une expérience pour fabriquer des molécules organiques à partir de composés simples, non organiques. Donc, il a pris... Alors, la seule composé organique qui n'était pas définie comme organique, c'était du méthane, CH4. D'accord ? Méthane, oui, quand même. Oui. Méthane, c'est 2H6. Oui. Et là, bon, et tout est quoi. Bien. Bon. Il a pris du méthane, il a mis de l'ammoniac sous forme gazeuse, de l'eau, et il a mis ça avec des arcs électriques qui symbolisaient des éclairs. Donc pour lui, dans son petit ballon en verre, il avait l'atmosphère primitive de la Terre telle qu'il la concevait à l'époque, telle qu'on la concevait à l'époque. L'atmosphère de méthane avec de la vapeur d'eau et de l'ammoniac, de l'azote. Et il a dit, voilà, si je mets des éclairs électriques à l'intérieur, un arc électrique à l'intérieur, je synthétise, je casse les molécules, et quand ces molécules se recombinent, elles forment des composés qui sont des composés organiques complexes, comme des acides aminés, comme des cycles benzéniques ou des choses équivalentes. Et donc, il a démontré comme ça qu'il était capable de faire des molécules organiques avec des conditions simulant les conditions naturelles. Et donc, c'était la base, et c'est ce qui a fondé l'exobiologie, l'astrobiologie chez les Américains, l'exobiologie en France. Voilà, donc après ça a été discuté, parce que l'atmosphère primitive, elle est avec du gaz carbonique et pas avec du CH4, peut-être un peu de CO, monoxyde de carbone, qui sont beaucoup plus stables, donc c'est différent. Donc au lieu de faire quelques milligrammes, il aurait fait quelques microgrammes, mais bon, il a démontré que c'était possible. Et depuis, on a montré que par exemple, dans l'atmosphère de Titan, dans la très haute atmosphère de Titan, non pas sous l'effet des arcs électriques, mais sous l'effet des ultraviolets du Soleil, qui sont extrêmement importants, quand ils ne sont pas filtrés par l'atmosphère, en très haute atmosphère, ils ne sont pas filtrés, donc ils arrivent. On est avec du CH4, parce que là, il y a du méthane, beaucoup de CH4, de Na et de l'azote. On est capable de casser les molécules et de faire des molécules complexes qu'on appelle des tholins. Donc, ce qui valide réellement ce que pensait Miller. Ces tholins, ce n'est pas des acides aminés, il n'y a pas assez d'oxygène, etc. Mais bon, on fabrique donc des molécules organiques complexes. Donc voilà, l'expérience de Miller, c'était une expérience fondatrice qui lui a valu le prix Nobel à Miller et à Urey. Et voilà. Donc, Miller est mort il n'y a pas trop longtemps. Moi, je l'avais rencontré 2 fois, une fois aux États-Unis, une fois, c'est déjà bien âgé d'ailleurs, à Pékin, mais voilà. C'est toujours rigolo de faire sympa de rencontrer un personnage historique. Voilà. Merci.
J'ai une question. Pourquoi les planètes telluriques sont restées proches du Soleil et non les planètes gazeuses? Alors, c'est pas tellement qu'elles sont restées proches, c'est qu'elles se sont formées à cet endroit-là. Moi, je ne suis pas un vrai astronome, hein, d'accord? Je suis un vrai vétérinaire, mais je ne suis pas un vrai astronome. Pour résumer, autour du Soleil, le Soleil, ça devient une étoile. Cette étoile, elle émet des rayonnements, et notamment des rayonnements lumineux. Lumineux, ça va de rayons gamma jusqu'aux ondes radio, mais bon, on va prendre le lumineux, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Vous voyez ce que c'est, hein, tout ça, Oui. lumière, machin, tout ça. Ces rayons lumineux, et ce Soleil, il est entouré d'une nébuleuse dans laquelle il y a un certain nombre de composés, comme de la silice, comme de l'eau, comme de l'hélium, qui n'est pas un composé, qui est un élément, comme de l'hydrogène, comme du CH, etc. Et s'il y a des éléments, ou des composés qui sont lourds, et des éléments ou des composés qui sont légers. La lumière a une action photomécanique. D'accord? Un photon, quand il heurte une molécule, il lui transmet un moment cinétique. Il transmet, donc s'il y a un point qui rayonne, ça a tendance à s'écarter. Ok? Tout en tournant. Hein? Donc si je m'écarte en tournant, je fais des spirales. D'accord? Et ce qui est lourd, ça s'écarte beaucoup moins vite que ce qui est léger. Donc, le SiO3, vous avez qu'à faire le calcul, qui est quand même beaucoup plus lourd que l'hélium ou que l'hydrogène, il s'en va moins loin, alors que l'hydrogène, l'hélium, ils s'en vont de plus en plus loin. Donc, j'ai un gradient qui se forme autour du Soleil. Autour d'un Soleil, d'une nébuleuse, dans une nébuleuse. Et bien entendu, les planètes telluriques qui sont faites essentiellement de silicate, et de fer, et de tout ce qu'on veut, enfin, essentiellement de silicate, tous les éléments lourds, ils restent au centre. Et donc, c'est là qu'ils se condensent, et que petit à petit, ça forme des grains de poussière, des planétoïdes, des planétésimaux, et puis des planètes. Ça se finit par se fusionner, par interaction, voilà. Ce qui fait que, au début, il y a une nébuleuse, et à la fin, il n'y a plus qu'une planète sur son orbite. Parce que, elle est à peu près... C'est pas qu'elle a tout ramassé, parce qu'elle ne court pas après les petits morceaux. Simplement, ça s'agrège petit à petit, ça spirale, il y a des interactions, et ça s'agrège autour d'un endroit le plus gros, et puis ça finit par nettoyer l'orbite. Entre guillemets. C'est pas une course... c'est pas la femme de ménage qui court après la poussière avec son vagin. D'accord? Et donc, c'est comme ça que les géantes gazeuses se sont formées à l'extérieur. Et là, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'au milieu des géantes gazeuses, il y a un cœur rocheux ou pas? Il n'y en a pas les réponses pour l'instant. Voilà. Et la vapeur d'eau s'est condensée après, elle se condense, il fait tellement froid que le moindre objet, elle perd son énergie cinétique et son énergie calorifique, donc elle se condense pour faire de la glace. Alors, elle ne court pas après les corps glacés. Hein, est-ce qu'une forme de vie a pu se développer, ou pourra se développer, en dehors de la Terre? Alors, je n'ai pas la réponse. Nous n'avons pas de réponse scientifique à ça, puisque on travaille sur de la statistique, où il n'y a qu'un point de départ, et après il y a deux théories, c'est ce qui s'est produit sur Terre, il n'y a pas de raison que ça se produise pas ailleurs, et peut-être que ce qui s'est produit sur Terre, ça a tellement peu de probabilité, quand je parle de vie, je parle de microbes, hein, je ne parle pas des beaux jeunes gens et jeunes filles que vous êtes. Hein, d'accord? Donc, je parle de bactéries, de toute façon, une fois que ça a commencé, ça ne nous intéresse plus en exobiologie, après, c'est bien ce que ça veut. Hein. Donc, soit il y a une chance sur 80 pour que ça puisse se produire, une chance sur 10 puissance 80, hein, une chance sur 10 et demi. Et dans ce cas-là, c'est plus que le nombre de planètes qu'il peut y avoir dans l'univers. Ou bien, il y en a partout. Et on n'a pas le début du semblant de réponse là-dessus. En allant sur Mars, on va voir s'il y a déjà une chimie prébiotique qui a pu exister. Et peut-être une forme de vie a pu commencer à exister. C'est pour ça. Si on va sur Mars, c'est entre autres parce qu'on pourra peut-être répondre à cette question. Peut-être, on n'est pas sûr. Mais voilà, c'est la plus proche et c'est l'endroit où il y a le plus de chances qu'il se soit produit quelque chose. Et c'est le seul endroit sur lequel on a des chances de découvrir quelque chose. Alors bien sûr, il y a des gens qui
Sur Europa, par exemple, on a parlé ce matin, c'est une lune glacée avec un océan sous-glaciaire, sous cette glace, et puis des volcans sous-marins. Encelade, tout petit satellite de Saturne, dans lequel il y a aussi un océan et des fumerolles qui s'en vont, etc. Les gens, ils sont prêts à creuser un trou dans la glace pour aller chercher des sirènes. Hein. On en est loin. On en est très loin. D'accord? Donc, après, ma conviction personnelle, j'ai pas tranché entre ces deux possibilités. Il me semble tout à fait possible qu'une forme de vie ait pu se développer ailleurs sur un autre corps céleste, planète ou satellite d'une planète. Le seul problème, c'est que les chances de le détecter, elles sont à peu près presque nulles. Si je dis qu'elles sont nulles, je remonte à billet, je vais faire autre chose. Et si on ne trouve pas sur Mars, je veux dire en dehors du système solaire, si on ne trouve pas des éléments des débuts, elles sont extrêmement faibles. Parce que comme je le disais ce matin, pour détecter une forme de vie sur une autre planète, on ne peut le détecter qu'en analysant la lumière que l'on en reçoit, filtrée par son atmosphère, réfléchie par sa surface. Que donc il faut qu'on arrive à déterminer des biomarqueurs typiques, donc Emeline Bolmont, quick, parce que l'oxygène et l'ozone c'était la base, et manque de peau, elle nous a démontré que excellent travail, elle vient d'être recrutée comme chercheuse à Berne, en Suisse. Donc, elle est adorable, hein, mais quick. Elle a cassé la baraque. Donc voilà, la possibilité de détecter va être difficile. Honnêtement, et voilà, donc c'est très difficile parce que on ne va voir une infime partie des exoplanètes qui existent dans notre galaxie. Et je ne parle pas des autres galaxies. Donc même si, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est probablement relativement rare. C'est peut-être 2 formes de vie qui se développent, 3 formes de vie dans une galaxie, c'est peut-être le maximum. D'accord, il y a 400 milliards de galaxies. Donc ça fait 1200 milliards de vies possibles. Pas forcément au même moment, déjà, parce qu'on a un problème de temps, de durée de vie de cette forme de vie, et la capacité de détecter. 80 milliards. En plus de ça, les galaxies, quand elles sont loin, ce que je vois, c'est ce qu'elles étaient avant. D'accord? Parce que quand je dis que quelque chose est à 5 millions d'années-lumière, ça veut dire que la lumière, elle est partie il y a 5 millions d'années. D'accord? Donc ça a pu changer. Et quand je dis qu'elle est à 1 milliard d'années-lumière, on peut aller jusqu'à 15 milliards d'années-lumière, c'est 1 milliard d'années, ça remonte à très loin dans l'histoire de la Terre et dans l'histoire de tout. Donc de l'univers d'une façon générale. Donc, est-ce qu'il peut y avoir de la vie contemporaine actuellement? C'est pas impossible. Est-ce qu'on a des chances de la détecter? En dehors du système solaire, pour moi, c'est quand même très difficile. On peut avoir des signes, on pourrait recevoir des signaux provenant d'une forme de vie, de la lumière, mais les interpréter de façon sûre et certaine en disant c'est une forme de vie qui a émis ce signal, cette transformation de l'atmosphère, etc. C'est très difficile. Alors après, il y a les rêves sur la communication, le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, donc où les gens attendent un signal d'une forme de vie intelligente et communicante qui nous enverra un signal radio. Vous avez sûrement vu ça dans vos recherches. Vous avez sûrement vu l'équation de Drake. Bon, est-ce que c'est une vraie équation, l'équation de Drake? L'équation de Drake, très simplement, donc n, le nombre de civilisations qui existent actuellement dans la galaxie, est égal à n, je simplifie parce qu'il y a plusieurs interprétations, le nombre d'étoiles de notre galaxie, la fraction multipliée par le nombre d'étoiles qui ont des planètes, multipliée par le nombre d'étoiles qui ont des planètes avec de l'eau, plus le nombre d'étoiles avec de l'eau et de la vie, enfin le nombre d'étoiles avec des planètes, hein, avec de la vie, plus le nombre de planètes qui ont développé une vie intelligente, et enfin, la proportion que dure cette vie intelligente par rapport à la durée de vie de la planète totale. Il n'y a aucun facteur n'est indépendant. Si j'ai pas d'étoile, si j'ai un facteur qui est égal à 0, tout est 0. Donc, et on sait que le total, on est sûr que c'est pas 0. Vous êtes d'accord? Oui, puisqu'il y a nous. Ah ouais, on est intelligent, Oui. on est beau, Bien sûr. bien sûr, et on communique.
Enfin, la radio. Communicant, ça veut dire à la radio. Oui. Hein. Vive le téléphone. Voilà. Donc ça, on pense que ça peut laisser une trace. Ça laisse une trace. On laisse une empreinte électromagnétique autour de nous depuis un siècle. Pour simplifier, depuis qu'existent les ondes radio. Avant, d'accord, les pharaons, ils faisaient pas des... et les rois du Tchad, les premiers hommes de Australopithèque, là, ils émettaient pas de radio, hein, d'accord. Donc c'est très récent. Donc c'est une fraction infinitésimale dans la vie d'une planète. Ça va durer, mettons, une centaine d'années encore, parce qu'après on va tout passer en Bluetooth et puis en fibre, donc il n'y aura plus de signature extérieure, hein, il n'y aura plus rien. Donc c'est très très bref. Donc même si ça existe, les chances de détecter cette petite étincelle de radio dans la foule de signaux que nous entendons, c'est infime. Deuxièmement, ce qu'on entend, c'est du bruit. Le bruit, c'est-à-dire c'est ce qui reste. Parce que quand on fait de la télé pour les gens de Bagnolet, on met pas les antennes qui visent vers Proxima du Centaure. Hein, non mais... D'accord. Et donc, on a un bruit de fond qui existe, etc. Et pour détecter ce bruit de fond, c'est comme tous les signaux, un signal, sa puissance diminue en fonction de la distance. Du carré de la distance. Comme la gravité. D'accord? Tout c'est dit à la distance de l'arrêt. C'est-à-dire que si je suis 2 fois plus loin, j'en capte 4 fois moins. Si je suis 10 fois plus loin, j'en capte 100 fois moins. Si je suis 1 million de fois plus loin, je capte 1000 milliards de fois moins. 10 puissance 6 au carré, ça fait 10 puissance 12. D'accord? Ok? Donc ça veut dire que il faut que je détecte des photons, parce que la radio, ce sont des photons, vous êtes d'accord, c'est de la lumière, hein, c'est pareil, vous êtes d'accord avec ça, hein, les ondes radio, c'est des photons, je les détecte, je les collecte, et donc pour les collecter, il faut que j'en collecte suffisamment, si j'en reçois qu'un, c'est un point à 50 MHz. Pour avoir un signal, il faut qu'il soit modulé, machin, et donc il me faut des milliards de photons. Donc pour avoir ces milliards de photons, il me faut une très grande surface pour les recevoir, et deuxièmement, il me faut ce qu'on appelle un grand temps d'intégration, il faut écouter pendant longtemps. Je reçois un photon toutes les secondes, il me faut 1 milliard de photons, il me faut 1 milliard de secondes. D'accord? Donc quand je fais tout ça, tu te dis, pour avoir la chance de détecter un signal cohérent et qui va donner un sens particulier, ça va être vraiment, il faut avoir vraiment beaucoup de chance. Et après, quand on l'a interprété, il y a le temps. Donc, voilà, donc c'est un pari, les gens font un pari là-dessus, il y a des gens qui y croient vraiment, qui font des calculs, tas de calculs scientifiques à partir de ça. Hein. Et donc il y a une personne privée, Yuri Milner, qui a mis 100 millions de dollars là-dessus pour faire ce genre de recherche. Pour moi, c'est une recherche qui est vaine. C'est une recherche de soi-même, c'est une recherche plus philosophique, c'est une quête plus philosophique que scientifique. On sort de la science parce qu'il n'y a aucun moyen. On attend une réponse oui-non, dont on ne sait pas s'il existe, et dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut exister. Alors je peux l'attendre pour l'éternité. Il faut qu'il y ait de la vie, qu'il y ait des antennes qui se tournent vers la Terre pour recevoir le signal, le comprendre et nous renvoyer une réponse. Donc 4 ans pour y aller, 10 ans pour qu'ils comprennent, 4 ans pour qu'ils nous répondent, et qu'on ait compris la réponse encore 10 ans, donc c'est 30 ans, avec une probabilité proche de 0. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait à Proxima du Centaure. Il y a quelques planètes extrasolaires autour de Proxima du Centaure, mais elles ne sont pas habitables. Non mais, c'est pas, la durée, même le signal, pour envoyer un signal vers Proxima du Centaure, il faudrait avoir qui soit vraiment dirigé. D'accord? Il faudrait un super hyper laser, on ne sait pas faire. Un laser, une lumière cohérente, parfaitement focalisée sur Terre, qui part avec un rayon de moins d'1 millimètre carré, d'accord, 1 millimètre carré, sur la Lune, ça fait déjà un rayon, un cercle de plus de 3 km de diamètre. Le nombre de photons qui part, c'est le même, hein. Mais le nombre de photons qui arrivent, il est vraiment très, 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 très petit. D'accord. Donc, et puis alors, comprendre maintenant le farfouillis de la télé, entre BFM, TF1, la mode, les films porno,
bonne journée. Les gens, ils vont recevoir les mêmes ondes, les mêmes trucs, ils vont rien comprendre. Hein. C'est illisible. Voilà. Donc nous, si on envoie un signal, on envoie un signal vachement précis, etc., qui dit quoi, on ne sait rien. Et voilà. Et les gens, ils vont recevoir des photos, s'il y avait des gens. Vous entendez un cri dans la rue qui dure 3 millisecondes, allez, un dixième de seconde. Vous avez entendu un bruit, vous l'interprétez, vous êtes incapable de l'interpréter. Vous ne savez pas si c'est un appel au secours, si c'était à donner un coup de marteau sur le doigt, il avait envie d'embêter son voisin, c'est un gamin qui crie, on a marché sur la queue du chat, j'en sais rien, vous ne savez rien. Là, c'est pareil. Vous avez parti du brouhaha, vous avez un truc qui sort, et bon, vous ne savez pas l'interpréter. Alors, il y a deux méthodes. Hein. C'est la méthode des vitesses radiales, donc, que je vous ai expliqué ce matin, qui est fondée donc sur le fait que les deux corps ne tournent pas l'un autour de l'autre, mais autour du barycentre. Hein. Vous pouvez faire des calculs, vous amuser avec des super Jupiter, etc. Il y a plein d'exemples dans la littérature. Hein. Je pense que pour un TPE, c'est assez facile à faire. En prenant un système à deux corps, parce que quand on prend des systèmes à 4 corps, après, ça devient un peu plus compliqué à travailler. Donc c'est cette méthode, hein, donc de méthode de Doppler, donc ça c'est très simple à expliquer. L'animation que je vous ai donnée, si vous avez besoin, je vous ai donné, mais elle existe sur internet et il y en a d'autres qui existent, si seulement vous ne le trouvez pas, vous me demandez, je vous la fournis. La deuxième, c'est la méthode des transits, hein, où on mesure la quantité de lumière émise par une étoile et cette quantité de lumière, elle varie. Cette variation, elle est régulière. Alors, d'abord, les étoiles varient. Deuxième, la quantité de lumière qu'elles émettent est variable. Deuxièmement, les étoiles tournent sur elles-mêmes, comme le Soleil. Et sur les étoiles, il y a des taches qui n'émettent pas de lumière. Donc, on peut très bien avoir des variations de lumière qui sont simplement liées aux taches solaires. Il y a des taches solaires sur notre Soleil qui font la taille de la Terre. Et le Soleil, il tourne sur lui-même en une dizaine d'heures, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, si je regarde moi quelque chose, je vais voir de la lumière qui varie, mais ce n'est pas forcément une planète qui tourne autour. Après, il y a des variations, etc. Et enfin, donc, cette méthode des transits, donc je mesure la quantité de lumière, je mesure les chutes de lumière. Et on est capable maintenant de détecter des transits, quand il y a des planètes, par la chute de cette quantité de lumière. Les chutes de la quantité de lumière, celle que je vous ai montré ce matin pour TRAPPIST, qui est très favorable, c'est de l'ordre de 2%, mais souvent c'est plutôt un millième, un dix millième de la quantité de lumière totale émise par le Soleil. Donc c'est grosso modo un moustique qui passe devant un phare de marine. Donc pour mesurer ça, ça demande des systèmes extrêmement stables. L'instrumentation, c'est pas un photomètre de téléphone. C'est plus subtil que ça. C'est pour ça que ça coûte cher. On en a parlé ce matin. Donc voilà, c'est les deux grandes méthodes. Après, il y a eu quelques observations directement au télescope. Une planète qui met 8 ans à faire qui met 16 ans à faire le tour du Soleil. Donc, ils ont fait 2 observations à 8 ans d'intervalle. Ils ont vu qu'elle était d'un côté, après elle était de l'autre côté. Donc, voilà. Donc ça, c'est... il y a une dizaine de planètes qu'on est capable de détecter comme ça. Et après, il y a d'autres planètes que l'on détecte avec des méthodes qui sont par lentille gravitationnelle, par variation des temps de quasars. Enfin, bon, après, ça devient... Et c'est infinitésimal. Et la première a été détectée par la méthode des vitesses radiales. Donc ça suppose qu'il y a un spectromètre derrière un télescope au sol, sur Terre. Et les plus fréquentes maintenant ont été détectées par un gros satellite. Il y a un petit satellite qui a commencé, qui était un satellite français qui s'appelait COROT. Si vous parlez COROT, qui était un satellite du CNES, qu'on a découvert une trentaine, mais c'était le premier qui a été utilisé pour détecter des exoplanètes. En fait, il n'était pas fait pour ça. Il était fait pour étudier ce qu'on appelle l'astérosismologie, c'est-à-dire justement les variations de lumière des étoiles, les phénomènes qui se passent, etc. Parce que c'est très complexe une étoile, hein, au niveau de hydrofluidique. Et donc, on l'a détourné pour faire des exoplanètes. Et après, il y a un satellite américain qui s'appelle Kepler, donc, qui a fonctionné très bien pendant 3 ou 4 ans, si je me rappelle bien. Après, il a perdu il observait toujours le même coin du Soleil, le même coin du ciel. Un truc très étroit.
Et là, il a détecté des milliers de planètes. Il a détecté 1500 ou 2000 d'un seul coup, enfin, etc. Donc c'est vraiment lui le gros fournisseur par la méthode des transits. D'accord. Et il en a probablement 10... Corot en a probablement 1 millier qui sont cachés dans les données, mais qu'on n'arrivera pas à trouver parce que c'est trop subtil, il y a du bruit, il y en a qu'une partie, etc. Et Kepler, il en a à peu près 10 000 ou 15 000. Et là, il vient de s'arrêter, il vient d'arrêter parce que c'est les gyroscopes qui lui permettaient d'être stable ont cessé de fonctionner, et donc il ne peut plus pointer, donc il ne peut plus mesurer. Pour avoir une planète, il faut observer 3 transits. Ça sera 1, 2, 3. Et là, ça me donne la période, donc la distance au Soleil. Et la profondeur du transit me donne le diamètre de la planète. Donc, grossièrement. Et là, Khéops, un satellite donc, sur lequel on travaille un petit peu, on fait plus de l'algorithme et du traitement de données, on ne fait pas de matériel, qui doit être lancé, il va mesurer très précisément, entre guillemets, le diamètre. Enfin, il ne mesure pas directement le diamètre de la territoire, mais il mesure la chute photométrique de façon très détaillée, et à partir de là, il est capable de déduire le diamètre très précisément. Donc si j'ai le diamètre avec la méthode des transits, et si, avec les vitesses radiales, j'arrive à avoir la masse, à partir de là, j'ai donc une masse volumique, et si j'ai une masse volumique, en fonction de ce qu'on connaît de l'astronomie, on est capable de dire si c'est une planète qui est faite en fer, en fonction de si on met diamètre, masse. Donc il y a des courbes, hein, je vous ai montré rapidement ce matin, mais si vous voulez en parler, on peut en parler. Elles sont intéressantes pour TRAPPIST, c'est vraiment amusant. Donc c'est du fer, c'est du silicate, c'est du fer et du silicate, c'est de l'eau, 100% d'eau, 100% de fer, entre les deux. Donc sur cette courbe-là, j'arrive à placer, en fonction des différentes planètes, ben, celle-là elle est plutôt avec de l'eau, celle-là elle est plutôt avec du fer, celle-là elle est plutôt avec de... Et quand je parle d'eau, c'est pas l'eau de la Terre, c'est de l'eau, quoi. Oui. C'est au moins 10%, ou 17, 20%. Merci. Voilà. J'ai répondu à vos questions. Oui, Oui. merci beaucoup. Merci.